Alors, bonjour à tous, je m'appelle Lise Gauvin, je suis chercheure ici au Centre de recherche du CHUM et directrice adjointe à la santé des populations. Aujourd'hui, on a une activité scientifique qui est parmi les plus grands plaisirs, c'est qu'on accueille une personne qui souhaite devenir chercheur au Centre de recherche du CHUM. Alors, il s'agit de Simon Lafranche. Je pense qu'il y a un certain nombre de vous qui le connaissez. On a des personnes qui sont en ligne, donc merci d'être là et bienvenue. Et ils vont nous parler d'évaluer la valeur des trajectoires de soins musculo-squelettiques, les perspectives cliniques, économiques et populationnelles. Et sans plus tarder, je lui cède la parole. Pour une quarantaine de minutes, il y aura une possibilité de poser des questions par la suite. Excellent, oui. On m'avait même dit 30, fait que on va avoir encore plus de temps pour les questions. Merci beaucoup pour l'introduction, Lise. Donc, merci d'être présent en personne et en ligne. Aujourd'hui, on va parler bien sûr, d'évaluer la valeur des différentes trajectoires de soins musculo-squelettiques. On va aborder trois perspectives. Une première qui vous est probablement déjà familière à tous et à toutes, soit la perspective clinique, mais aussi la perspective économique qui est trop peu évaluée en santé, mais qui est pourtant très importante. Quand on fait des choix au niveau de notre système de santé, d'intervention, c'est important également de tenir en compte des coûts à la fois en ressources humaines et des coûts financiers afin d'assurer les meilleurs services pour la population dans un système qui est durable et qui est équitable. Alors, la présentation va être en trois sections. Une première où je vais brièvement me présenter, vous parler de mon parcours, mes formations, différents projets de recherche que j'ai réalisés dans le passé. On va ensuite parler de la programmation de recherche que je propose. Et on va terminer avec, assurément, la section la plus intéressante, soit une période d'échange et de discussion, où je vais être très curieux d'avoir vos avis sur les différents projets que je propose. Donc, qui suis-je? Brièvement, au niveau de ma formation académique, j'ai débuté en 2010 à l'Université Concordia, où j'ai étudié en sciences de l'exercice. Avant de débuter ma formation comme physiothérapeute, j'ai gradué en 2016 à l'Université McGill. Au départ, moi, j'avais vraiment la volonté de devenir un physiothérapeute clinicien sur la prise en charge des fonctions squelettiques. Mais j'avais déjà cette curiosité-là, cet intérêt pour la recherche. Au bac, j'ai travaillé dans le laboratoire de pathophysiologie musculaire pour le professeur Élie Duchesne à l'Université du Québec à Chicoutimi et à la maîtrise en biomécanique avec le professeur Richard Peirce, où on a notamment développé un protocole d'évaluation isocinétique au niveau du chou. J'ai ensuite débuté ma carrière comme clinicien en travaillant avec des clientèles avec des troubles musculo-squelettiques dans différents milieux, en centre hospitalier, clinique privée, soins à domicile, et à noter que j'occupe toujours, à l'heure actuelle, un poste à raison d'une journée par semaine en milieu carcéral. J'ai fait un bon nombre de formations postgraduées comme physiothérapeute, incluant des formations d'imagerie médicale, formation de l'Université de Montréal qui donne droit à la prescription de radiographie, mais également celle de l'Université d'Alberta en prescription d'imagerie avancée, comme des CRM, échographie ou des scans. Rapidement dans ma carrière, j'ai eu cette curiosité-là, cet intérêt de retourner dans le monde de la recherche. Alors, en 2017, j'ai accepté un poste de professionnel de recherche, coordonnateur de recherche au Centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour le professeur François Desmeules, ici même présent. J'ai travaillé à l'époque principalement sur la synthèse de la littérature au niveau de problèmes de la coiffe des rotateurs, élaboration de recommandations cliniques. Puis ça a donné en fait à 3 livres de pratiques cliniques qu'on a publiés, donc une version aussi qui court en fait à la fois les tendinopathies de la coiffe, les ruptures transcription et la prise en charge non chirurgicale, mais également chirurgicale. La piqûre était donnée. En 2019, je débute mes études doctorales sous la direction du professeur François Desmeules et la co-direction de Julio Fernandez. Je travaille à l'époque sur des pratiques avancées en physiothérapie, qui sont des modèles de soins qui donnent un plus grand rôle, plus de responsabilité aux physiothérapeutes, dans le but vraiment, en fait, d'avoir des soins qui vont être d'une grande qualité et qui vont permettre également d'améliorer l'accès aux soins à la population. J'ai travaillé, oui, sur la synthèse de connaissances, réalisé des revues systématiques, méta-analyses. Donc, celle-ci, on est venu vraiment rapporter, conclure que les diagnostics et les décisions de triage chirurgicales émises par des physiothérapeutes étaient très concordantes avec celles des médecins spécialistes pour des troubles musculo-squelettiques. J'ai travaillé aussi sur des études expérimentales, entre autres celle-ci, un ECR, où on a comparé dans le cadre d'un modèle de pratique avancée en physiothérapie des approches à séance unique comparées à séance multiple dans la prise en charge de troubles du rachis. Je vais en parler un petit peu plus tard en détail.
J'avais déjà cette envie, quand j'ai commencé mon doctorat, de poursuivre, en fait, d'avoir une carrière comme professeur-chercheur. Et là, il m'est venu un peu la réflexion de qu'est-ce que je vais faire ensuite comme formation postdoctorale. Et j'en suis venu vraiment à l'idée d'aller en économie de la santé. À la fois par intérêt, j'aime beaucoup les chiffres, mais également parce que je pense que c'est très important qu'on ait davantage de ces données-là dans le système de santé. Si on veut mettre de l'avant différents modèles, nouveaux modèles innovants, on doit également parler de chiffres pour parler le langage des décideurs également. Alors, depuis 2024, je travaille sous les supervisions en fait, de Jason Robert Garpin, un économiste de la santé, et la co-supervision du médecin urgentologue, chercheur Simon Berthelot, qui travaille notamment sur la valeur des soins. J'ai travaillé principalement en fait à ajouter des données économiques dans différents contextes. Contexte d'océan, essais contrôlés randomisés, également au niveau des données médico-administratives et également des études méthodologiques pour améliorer nos méthodes d'évaluation en évaluation économique. On parle d'évaluation économique. Pourquoi, quand et comment? C'est une grande question. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, on se pose cette question-là dans à peu près toutes nos décisions dans la vie de tous les jours. À chaque fois qu'on a le choix entre deux alternatives, on va tenir compte de l'aspect économique. Si on veut, par exemple, s'acheter une nouvelle voiture, vous avez en haut ici une Toyota, qui est probablement très fonctionnelle, une voiture, probablement celle que j'achèterai au final en tenant compte du prix, mais également une BMW en bas, qui est peut-être plus belle, plus confortable, plus performante. Mais si on arrête là au niveau de notre évaluation et qu'on ne tient pas compte du prix, évidemment, on fait fausse route. Il faut tenir compte du prix dans ce choix-là. À l'heure actuelle, avec ma conjointe, on est en train de débattre un peu de où sera notre prochain chez nous. On a différentes options. Est-ce qu'on quitte un petit peu la ville pour avoir une maison, avoir un plus gros terrain, entre autres? Est-ce qu'on reste locataire? Est-ce qu'on achète un duplex? C'est toutes des décisions qu'on doit bien sûr assurément tenir compte de l'aspect économique. Puis qu'est-ce qu'il y en a en santé? En santé, c'est encore plus complexe que les exemples que je vous ai présentés ici. Pourquoi? Bien, une des premières choses, c'est que si, par exemple, on augmente le financement aux soins périnatales, bien, ça se peut qu'on va faire des choix et que ça coupe certains financements aux soins gériatriques. Parce qu'il y a le coût d'opportunité en fait. Financer un service, c'est peut-être ne pas en financer un autre. Qu'est-ce qu'il y en a ensuite quand on pense au financement de la médication pour des maladies rares? Qui peuvent sauver des vies, mais qui est également très dispendieux et qui peut en fait peut-être nous empêcher de développer certaines technologies, dont l'achat par exemple de résonance magnétique ou de d'autres technologies en santé qui peuvent également avoir des apports très importants. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on regarde la perspective d'un décideur, il ne regarde pas uniquement la santé. Investir plus en santé, c'est peut-être couper dans d'autres services sociaux, services en itinérance, transport, qui peut également avoir aussi un impact sur la santé au niveau de la sécurité. C'est vraiment un tout. Quand on regarde ça ensemble, bien, on se rend compte que pourquoi on n'en fait pas plus en santé quand on fait nos projets? On a besoin d'avoir vraiment ces évaluations de coûts pour vraiment avoir une évaluation qui est beaucoup plus globale de nos services et de nos interventions. Alors, l'exemple que je parlais plutôt d'un essai contrôlé randomisé. Dans mon doctorat, on a comparé prise en charge, séance unique, enseignement, recommandation d'exercice, comparé à une approche où on ajoute 5 séances de plus de suivi avec le physiothérapeute. On se questionnait un petit peu sur l'efficacité des deux approches. À notre surprise, il y avait finalement, au final, pas vraiment de différence entre les deux approches. On peut voir en fait qu'à 6 semaines, à un de nos questionnaires, soit le BPI, un questionnaire qui évalue l'interférence de la douleur sur la fonction. Il y avait, oui, un effet qui était significatif en faveur de l'ajout de séance, mais c'est un effet qui était, du moins au niveau de sa moyenne, en dessous d'un effet qui est cliniquement important, puis qui n'était pas maintenu à travers la temps. Au niveau du premier questionnaire, sur vraiment la sévérité de la douleur, pas de différence significative. Même chose pour ce qui est de la qualité de vie. Si on arrêtait là, on viendrait dire à tout le monde, une seule séance, on arrête là, l'histoire est jouée. On est d'accord que c'est peut-être pas complet comme évaluation. À l'époque, on avait aussi, en fait, des questionnaires de satisfaction au niveau quantitatif. On se rendait compte que les patients standards, ils avaient préféré l'approche avec un suivi. On a fait des évaluations qualitatives aussi avec un sous-groupe de patients avec les physiothérapeutes et ils préféraient également l'approche de séance multiple. Il y avait le sentiment d'avoir davantage de support, d'avoir un traitement qui était plus complet. Alors, c'est des résultats qui viennent nuancer uniquement l'évaluation quantitative au niveau de l'efficacité. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant si on évalue tout avec les lunettes d'un économiste de la santé?
Si on fait une évaluation de coût-efficacité, est-ce qu'on va avoir des résultats qui sont comparables ou pas? Première chose qu'on a fait, c'est documenter en détail les coûts des deux parcours. Bien sûr, premièrement, au début, vous voyez l'intervention plus dispendieuse, si on ajoute 5 séances avec le physiothérapeute, ça va de soi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une tendance vers une diminution des autres coûts de santé cependant, tant au niveau public qu'au niveau également des coûts privés. C'est des différences qui ne sont pas significatives, mais il y a quand même une réflexion derrière tout ça. Est-ce que les patients qui avaient davantage de soins avec le physiothérapeute ont moins eu le besoin de consulter à l'extérieur, soit un médecin ou encore un physiothérapeute ou un autre professionnel paramédical? Puis au final, quand on fait également l'ajustement, on ajuste pour les données manquantes, on avait une différence de 368 sur 6 mois pour l'approche de sciences multiples. Ensuite, si on prend l'économie de la santé, on va présenter en fait souvent l'efficacité clinique en QALY. Un QALY, c'est quoi? C'est un équivalent d'une année de vie gagnée en parfaite santé. Donc, on utilise un questionnaire, le Q5D ici, et avec des algorithmes, on est capable de transformer ces scores-là en équivalent d'année de vie en parfaite santé. On peut voir ici les deux parcours, séance multiple ou séance unique. On calcule l'âge de la courbe des deux parcours, on fait la différence. Et au final, on avait une petite différence en faveur de l'approche à séance multiple dans cette évaluation-là. 0,013. On met les deux ensemble et on fait ce qu'on appelle un ratio coût-utilité différentiel. Vous allez souvent voir l'acronyme en anglais, le ICER, pour Incremental Cost Effectiveness Ratio. Et ce qu'on voit ici, c'est que l'approche de séance multiple, sur l'axe des X, on est davantage vers la droite, donc un coût qui est, en fait, une efficacité clinique qui est légèrement supérieure. Et au niveau de l'axe des Y, un coût qui est également supérieur. Mais c'est une efficacité, en fait, qui serait considérée comme coût efficace parce qu'on est en dessous, justement, des seuils de 50 000 par année de vie par QALY qu'on utilise régulièrement au Canada. Quand on regarde ça ici, ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les simulations qu'on a faites, près de 99 de celles-ci diraient que l'approche à science multiple est coût-efficace. Donc, évidemment, il y a certaines. Premièrement, c'est des résultats qui amènent des nuances à l'essai qu'on a contrôlé randomisé au niveau de l'efficacité clinique qu'on avait roulé. La dimension économique amène vraiment une perspective de plus pour la prise de décision. Mais oui, il y a certaines limites. On avait un échantillon qui était relativement petit avec des données manquantes qu'on a traitées de la meilleure manière méthodologique, mais on sait que les données manquantes peuvent quand même amener certains limites. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant des données administratives? J'ai eu la chance, il y a 2 ans, de passer un mois au Danemark, qui est vraiment, en fait, un des pays, un des leaders mondiaux en données administratives, pour évaluer 2 parcours de soins, soit un de pratique avancée en physiothérapie, comparé à un parcours standard, où l'orthopédiste est l'intervenant principal pour la prise en charge de troubles musculo-squelettiques. Pour donner le contexte, le Danemark a les mêmes enjeux qu'on a. Des enjeux au niveau des troubles musculo-squelettiques qui sont en très grande prévalence. Ça amène des problèmes d'accès aux soins. Et on sait par d'autres études que des modèles de pratique avancée en physiothérapie peuvent améliorer l'accès, donner une qualité de soins qui est au moins comparable et même réduire les coûts comparés à l'approche standard. Cependant, l'évaluation économique, c'est quelque chose qui est très dépendant du contexte. Il faut faire très attention si on prend des données économiques provenant d'un autre pays pour faire l'inférence dans notre pays. Et au Danemark, il n'y avait aucune évaluation économique de ces modèles qui avait été faite dans le passé. Donc, ce qu'on a fait au niveau du Danemark, pour vous donner un petit aperçu de la géographie, on a Copenhague, la capitale, et là, on se retrouve dans le Jutland. Donc, et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment évalué en fait les patients qui ont été pris en charge dans une clinique d'orthopédie qui a le modèle de pratique avancée qui est déjà implanté, soit les cliniques de Viborg et Silkeborg. Et on les a comparés à ceux des villes voisines, soit de Horsens et Rannes, où c'est le modèle vraiment plus standard, où l'orthopédiste est l'intervenant principal pour la prise en charge des patients. Première chose qu'on fait avec les données administratives, on évalue, on identifie notre cohorte. Là, ici, pour 2 ans, on avait un peu plus de 18 000 patients qu'on était capable d'évaluer, qui avaient eu une évaluation, en fait, dans une de ces 4 cliniques. On fait un arrimage avec plusieurs autres banques de données, des banques de données qui vont nous permettre d'avoir de l'information sur les données sociodémographiques, sur tous les services et les coûts en première ligne, au niveau hospitalier, au niveau de la médication, et même sur les pertes de productivité,
chose que je n'aborderai pas aujourd'hui. On était quand même capable d'aller chercher aussi ces données-là. On exclut un peu plus de 4000 patients pour différentes raisons. Principales, c'est qu'il n'y avait pas de diagnostic musculo-squelettique au dossier, mais également ceux qui ont malheureusement décédé pendant les 2 ans ou encore qui ont immigré à l'extérieur du Danemark, pour vous donner quelques exemples. Ça nous donne un peu plus de 13 000 patients. On fait un ajustement avec un score de propension pour ajuster entre les deux cohortes. Et on a un peu plus de 13 000 patients, 13 500 patients au final. On compare les coûts entre les deux modèles. Ce qu'on voit, c'est qu'en première ligne, au niveau des coûts médicaux, même chose. Pas de différence significative. Cependant, les patients dans l'approche de pratique avancée en physiothérapie, dans ce parcours de soins-là, légère augmentation au niveau des coûts, au niveau de la réadaptation, mais une réduction au niveau de la médication. Ce qui fait du sens. On voit un physiothérapeute en orthopédie dans notre parcours, plus de chances qu'il nous réfère, qu'il nous recommande, qu'il nous guide vers des soins en réadaptation que vers des traitements pharmacologiques. Au niveau hospitalier, aucune différence au niveau des coûts totaux. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'au niveau hospitalier, c'était le seul endroit dans les banques de données danoises où on était vraiment capable, avec une très bonne certitude, d'identifier des coûts vraiment spécifiques à la pathologie d'intérêt. Et là, au niveau hospitalier, il y avait une réduction des coûts dans l'approche avec le physiothérapeute en pratique avancée. Au final, quand on regarde l'ensemble des coûts, pas de différence entre les deux parcours ici. Ce qu'il faut tenir compte ici, quand on regarde cette étude, premièrement, quand on peut venir faire la conclusion que l'aspect financier ne serait pas une barrière à l'implantation plus importante de ces modèles-là au Danemark, qui pourraient avoir plusieurs autres bénéfices, notamment au niveau de l'accès. Quand on regarde les données administratives, un des gros avantages, les données sont déjà collectées. On est capable d'avoir de grands échantillons, d'avoir des suivis également qui sont longitudinaux. On a reculé même de 10 ans à travers l'étude pour collecter de l'information pour les ajustements entre les deux cohortes. Et c'est un projet, pour vous donner une idée, on a eu l'idée de partir à l'automne et en septembre d'après, on avait les données et j'étais en train déjà de les analyser. C'est beaucoup plus rapide que si on fait une collecte vraiment prospective. Prochaines étapes, quelles sont-elles? On travaille actuellement sur un projet similaire au niveau du CHU de Québec, où on regarde vraiment les coûts, les services au niveau des soins orthopédiques au niveau du CHU de Québec. C'est un projet qu'on est en train vraiment de faire l'analyse des données à l'heure actuelle. Et on a également obtenu, en fait, une subvention majeure de près de 1,2 million de dollars pour un ECR Danemark-Canada, où vraiment on va comparer, en fait, les deux modèles. Section 2. Programmation de recherche, je vais vous parler des objectifs, des axes et de projets pour les 5 premières années. Première chose, je suis tombé ici sur la mission du Centre de recherche du CHUM, que je vous lis. Offrir à la population les meilleurs soins, ensemble et avec humanisme, grâce à la force de la recherche, de l'enseignement et de l'innovation. Qu'est-ce qui attire mon attention ici? Premièrement, offrir à la population les meilleurs soins, ensemble et avec humanisme. On regarde à l'heure actuelle au niveau de la recherche. Plus en plus de littérature qui nous rapporte que les délais d'attente ne cessent d'augmenter au Canada et au Québec. On a fait une étude récemment et à chaque année, c'est en médiane 5 jours de plus que les Canadiens et Canadiennes attendent pour avoir un remplacement total de hanche ou de genou. On voit également au niveau des médias de plus en plus d'articles sur les enjeux d'accès, des gouvernements qui tentent de repenser à des nouveaux projets de loi pour améliorer l'efficience, l'efficacité au niveau de nos soins. Et au final, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la recherche, de l'enseignement et de l'innovation? Je pense qu'il faut premièrement mieux connaître c'est quoi les besoins actuels de la population, parce qu'elle évolue. Les modèles qui fonctionnaient il y a 10-20 ans ont peut-être besoin d'être modifiés, d'être adaptés à l'heure d'aujourd'hui. Bien sûr, dans la programmation, ça va être en lien avec les troubles musculo-squelettiques. Et comment on peut optimiser ces parcours, ces interventions-là? Mais bien sûr, en tenant compte des ressources à la fois humaines et financières. Ce qui m'amène au niveau de ma programmation de recherche, qui a vraiment pour but d'étudier les problèmes d'accès qui se sont malheureusement détériorés, tout particulièrement pour les troubles musculo-squelettiques. Dans les questions de recherche, une première, quels sont les besoins actuels de la population et comment on pourrait optimiser ces parcours de soins et interventions en fonction des besoins de la population et bien sûr des ressources qui sont disponibles. J'ai donc 3 axes interconnectés ici. Un premier sur l'organisation des soins,
où le but, ça va être d'évaluer et d'optimiser les différentes trajectoires de soins. Un deuxième, sur les pratiques professionnelles. On le sait, au niveau de la pertinence des soins, il y a certaines interventions qu'on fait qui sont à plus faible valeur. Donc, vraiment, de venir favoriser des interventions qui sont à plus haute valeur thérapeutique. Et le dernier, bien sûr, l'axe économique, qui va intégrer les évaluations économiques à ces deux premiers axes-là dans nos prises de décision. Quelles seront les sources de données pour cet axe? Il y en a plusieurs. Une première, c'est bien sûr tout l'aspect médico-administratif. Bien sûr, au CHUM, il y a plusieurs de ces données-là qui sont disponibles. Les données du CPSS, des données financières sont disponibles au sein de l'établissement. Au niveau du dossier santé numérique, les cliniques d'orthopédie sont actuellement en processus de signer avec Mile, un grand joueur québécois, au niveau de la numérisation des données du dossier santé. Et il y a bien sûr les lacs de données avec Citadel qui sont également présents. Il y a l'Institut de la statistique qui peut offrir certaines données qui ne sont pas présentes, par exemple les données de la RAMQ. On sait cependant, l'Institut de la statistique, ça peut être un peu plus long à les obtenir, mais c'est également quelque chose que je regarde. Et bien sûr, les collègues prospectives, pour toutes les données qui ne sont pas présentes dans ces données administratives-là, ou que je vais vouloir avoir davantage de précision au niveau de mes projets. Maintenant, justement, 3 projets. Un premier sur la valeur des soins en orthopédie et en chirurgie de la colonne. J'aurais pu même ajouter en plusieurs trous dans d'autres services au niveau des troubles musculo-squelettiques. Le but, ça va vraiment être d'évaluer la valeur des soins, des trajectoires de soins dans ces services-là. Au niveau de la qualité, je vais utiliser différentes mesures de résultats. Des mesures au niveau de l'accès, en regardant notamment les temps d'attente, au niveau de l'évolution clinique, avec différents questionnaires, la satisfaction également des patients et également des cliniciens. Au niveau du coût, on peut utiliser ici les données du CPSS, donc les coûts par parcours de soins et services, des données que, comme je disais, qui sont déjà implantées dans les établissements au niveau du Québec, et différents questionnaires pour les coûts qui ne sont pas couverts. On peut penser entre autres aux coûts qui auraient lieu en première ligne ou encore des coûts dans la perspective des patients. On commence ici avec un devis, un accent qui est exploratoire. Le but va être surtout d'avoir des données sociodémographiques au niveau des usagers, bien quantifier leurs besoins, puis d'avoir des données préliminaires en cours de faisabilité en lien avec le projet 3 que je vais vous présenter très bien. Le deuxième, une étude méthodologique sur l'analyse des coûts. Une grande question ici, si on a plusieurs méthodes pour évaluer les coûts, est-ce que ces méthodes-là convergent ensemble? Et si on prend, dépendamment du choix méthodologique qu'on va faire, est-ce qu'on arriverait au même résultat? Ici, c'est une analyse secondaire de SIAP, je vous parlais un petit peu plus tôt, entre le Canada et le Danemark. Et l'objectif ici, vraiment, ce serait au niveau des coûts hospitaliers. On va utiliser une méthode qu'on appelle le Time Driven Activity-Based Costing, qui, pour garder ça simple, c'est une méthode où on va premièrement mesurer vraiment tous les temps de contact d'un parcours de soins d'un patient. Donc, on a un patient qui se présente dans la clinique d'orthopédie, on mesure avec précision les temps de contact avec personnel administratif, infirmière de triage, physiothérapeute, orthopédiste. S'il y a une référence en imagerie, on va mesurer également les temps de contact avec les différents appareils. On extrait également les données financières de l'établissement. Ça nous permet d'avoir le coût par minute et donc vraiment de documenter avec beaucoup de précision le coût du parcours d'un patient. Vous vous doutez cependant, c'est une méthode qui nécessite beaucoup de ressources et de temps pour la collecter. Alors, je vais vouloir en fait la comparer, voir s'il y a une convergence avec les données du CPSS qui sont déjà collectées de manière administrative au niveau du centre hospitalier. Au niveau des coûts hors centre hospitalier, on utilise souvent des questionnaires auto-rapportés qui vont nous permettre vraiment de documenter l'ensemble des services. Et ensuite, par différentes manières, on est capable de venir estimer, de calculer les coûts. La méthode une autre méthode, c'est vraiment directement d'aller vers la Q. Mais comme on le sait, c'est une méthode qui est coûteuse et qui est assez longue au niveau de l'obtention de données. Ça va permettre de faire des comparaisons au niveau de la convergence des données de ce côté-là. Et le troisième projet, vraiment le projet phare de ma programmation, qui est la création d'une banque de données. Une banque de données longitudinale sur les troubles musculo-squelettiques, qui va permettre d'utiliser à la fois des informations administratives, donc provenant des lacs de données, mais également des collègues prospectifs. Le but ici serait d'avoir plusieurs années, au moins 3 ans, avec plus de 2000 patients par année qui seraient collectés. On les suit sur 2 ans, ce qui est assez vraiment pour collecter la grande majorité des services et des coûts dans la prise en charge d'un trouble musculo-squelettique. Ça va permettre de décrire la population, ses besoins, la qualité des services et bien sûr aussi des ressources impliquées.
C'est quoi les applications et les retombées d'une banque de données? Bien, elles sont vraiment multiples. Premièrement, documenter avec beaucoup plus de puissance, plus de précision les besoins de la population. Faire des analyses de sous-groupes également. Permettre d'évaluer les différentes trajectoires, les interventions, leur efficacité, leur pertinence. Développer des modèles prédictifs. Quelles sont les évolutions qu'on peut s'attendre au niveau de différents patients en fonction de leurs caractéristiques de base? Quelles seront les ressources et les coûts nécessaires pour les prendre en charge de manière adéquate? Et également des outils de triage. Parce qu'il y a assurément certains patients qui sont pris en charge en ortho, qui peuvent travailler. Idéalement, ils vont voir un physiothérapeute en pratique avancée. Mais d'autres patients qui pourraient davantage bénéficier d'être vus directement par l'orthopédiste, d'avoir un intervenant social qui est impliqué d'emblée, ou encore d'être référé en clinique interdisciplinaire au niveau de la douleur. Ça va permettre également de développer différents outils de triage de ce côté-là. Et bien sûr, des collaborations avec plusieurs chercheurs, incluant des chercheurs en intelligence artificielle, qui pourraient venir ajouter une dimension supplémentaire à ces données. Au niveau de la ligne du temps, on est actuellement en 2026. Comme je disais, je travaille actuellement sur le projet au CHU de Québec. On a reçu un financement du Réseau québécois de recherche en médicaments. Donc, on est actuellement vraiment en train d'évaluer les services et les coûts au niveau de la prise en charge en orthopédie au CHU de Québec. Ça va agir aussi comme un projet pilote, comme une étude de faisabilité pour les prochains projets. Mon objectif va être rapidement de faire des demandes de fonds dans différents réseaux, différents groupes, également aux IRSC, et de lancer rapidement en fait le projet 1, qui est plus une étude de faisabilité, une étude pilote. Je lance par la suite en fait l'étude méthodologique. Le projet en fait sur la valeur des soins, je le lancerai également dans d'autres services que l'orthopédie, physiatrie, chirurgie de la colonne. Mes demandes de chercheurs boursiers junior 1, je prévois les faire à l'automne 2027. Et c'est vraiment l'année suivante que ça va être vraiment l'importance d'obtenir un IRSC projet pour le développement en fait, de la banque de données. Au final, je pense que c'est une programmation de recherche qui est à la fois réaliste et ambitieuse, qui va avoir beaucoup de retombées potentielles. Des retombées au niveau clinique, au niveau organisationnel, sur comment optimiser les différents parcours de soins, améliorer les pratiques professionnelles, puis également, bien sûr, tenir compte des ressources à la fois humaines et financières. Au niveau de la recherche, bien sûr, c'est avoir une banque de données, c'est une mine d'or pour les étudiants, les études gratuites. Ça permet vraiment de réaliser une multitude de projets. Puis ça permet également, en fait, la collaboration intersectorielle avec différents chercheurs. Fait que je vois beaucoup de retombées, en fait, à cette programmation. Bien, au niveau du centre de recherche, si on regarde au niveau du centre de recherche du CHUM, il y a déjà un important débit de patients ici. Le service d'orthopédie, on estime que c'est environ 6 000 nouveaux patients qui sont pris en charge à chaque année. Donc, ça donnerait vraiment la patientèle, en fait, pour la réalisation de cette programmation. Ensuite, au niveau des infrastructures qui vont faciliter cette collecte de données, il y a bien sûr les plateformes qui existent déjà ici au niveau des lacs de données avec Citadel, les données financières du CPSS qui sont présentes, et bien sûr, en fait, le dossier santé numérique avec MALD, qui est actuellement en processus d'implantation à la clinique d'orthopédie. Collaboration avec des chercheurs, avec des cliniciens. Bien sûr, en fait, il y a plusieurs possibilités de collaboration en orthopédie, physiatrie, avec les gens en physiothérapie. Ils sont plusieurs présents aujourd'hui d'ailleurs. Avec des chercheurs en organisation des soins, plusieurs chercheurs en santé publique qui sont présents au niveau du CHUM et également des chercheurs en intelligence artificielle. Quand je parle de collaboration, bien sûr, c'est l'économie de la santé, c'est une dimension qui est également transférable. Puis au-delà simplement des trajectoires musculo-squelettiques. Je vois également une possibilité de collaborer avec les différents chercheurs ici au niveau des interventions non chirurgicales, réadaptation, physiatrie, chirurgicale également, tant en orthopédie qu'en chirurgie de la colonne, au niveau des différentes technologies en santé, des outils diagnostiques, et également de manière plus large au niveau des chercheurs, au niveau des axes de santé des populations et services en santé. Pour résumer, au niveau de mon expertise et de la programmation de recherche, pendant les retombées potentielles, je crois qu'elles sont très importantes au niveau de programmation comme celle-ci. Je vois un arrimage également avec la mission du centre de recherche du CHUM,
des opportunités significatives également au niveau du financement. On sait à l'heure actuelle, au niveau des IRSC, les projets économiques sont davantage financés. Quand on fait un SCH, une évaluation économique, on augmente nos chances de ce côté-là. Possibilité au niveau de la direction de différents étudiants et de multiples opportunités au niveau de la collaboration. Alors, quelques références. Bien sûr, je tiens à remercier plusieurs personnes. Bien sûr, les superviseurs et anciens directeurs, l'équipe du Danemark qui m'a accueilli au Danemark pour le projet médico-administratif, l'ensemble des co-auteurs des projets que j'ai présentés et bien sûr le financement que j'ai obtenu qui a permis la réalisation de mes études et des différents projets ici.